Et généralement, il arrive que lorsque j'interviens dans des conférences comme ça, pour vous communiquer quel est mon champ de recherche, je vous demande, en fait, si un jour vous avez été malade, ça vous est arrivé d'être malade, et généralement tout le monde dit « ok, oui, c'est vrai ». Et après, je pose la question de qu'est-ce que vous avez appris du fait d'avoir été malade. Et je pense que je vais passer les 40 prochaines années de ma vie à essayer de répondre ou collecter les différentes réponses à cette question. Donc je m'intéresse au savoir que l'on tire de l'expérience du vécu avec la maladie, et notamment avec la maladie mentale. Mon rôle ici, c'est de vérifier que chacun des intervenants ne parle pas plus d'un quart d'heure. Et comme ça, on peut garder une demi-heure en fait, de dialogue avec vous. Et ma tâche va être très très difficile. Alors si vous pouvez m'aider, ça va être sympathique. Parce qu'on parle de l'Europe et de sa cohésion culturelle, mais en fait quand même on a ici des représentants à la fois de différentes nations, Grèce, Norvège, France et Angleterre. Et pour les faire se taire, à mon avis, ça va être très difficile. Donc je vais essayer de remplir ma tâche comme il se doit. Et je commence donc en commençant donc par Tim Grisson pour la première présentation. Bonjour, je vais essayer d'aller vite, donc surtout, encore une fois, je répète, ce qui est important pour nous aussi, nous sommes venus pour voler des choses de vous aussi. Donc ce sont les échanges à la fin qui nous intéressent. Donc si je vois des gens qui s'endorment, je vais les réveiller tout de suite. Ok, donc juste, on revient de loin. Et j'aime bien toujours prendre le dictionnaire Larousse de 1873, d'accord? Larousse, 1873, la définition de passion. Celui qui souffre, celui qui tolère, celui qui persévère avec tranquillité, celui qui est condamné à mort et que l'on va exécuter, le patient, celui auquel on pose la question chez l'inquisiteur, donc celui qui est victime de torture, et enfin celui qui est entre les mains des chirurgiens. Ok, d'accord, les 6 définitions données en 1873 du mot patient. Donc j'espère qu'il n'y a pas des patients dans cette salle. Juste pour vous dire qu'on revient de loin, et 1873, ce n'est pas aussi loin que ça, avec toutes ces notions du mot patient. Et c'est un mot qu'on utilise toujours dans ce pays France, qui s'appelle la France. Cette notion de passion vient d'un monsieur qui s'appelle Aristote, d'accord, Stélios, juste pour... Le monsieur grec, il va en parler d'Aristote tout à l'heure, mais Aristote, en fait, il est mort maintenant. Mais la théorie de la causalité distingue entre ce qui se traduit en français par l'agent et le patient, entre l'acteur et le passif, entre l'actif et le passif. Et fondamentalement, toutes ces définitions de passion, historiquement, concernent ça. Le patient, c'est celui sur lequel l'agent agit. D'accord? Donc il est clair que c'est un mot dont je me méfie de plus en plus. Une personne qui vit avec un trouble de santé mentale dans notre système de soins n'est pas juste un patient. D'accord? Donc il faut revendiquer autant que possible le statut de personne, le statut de citoyen et ce que j'appelle le statut de patient agent. Reconnaître que nous sommes tous des acteurs de soins et non plus des usagers patients, être pris en charge par des acteurs agents de soins. Accepter que les notions de demande et de besoin des malades relèvent du domaine de la négociation et non seulement de la science médicale. Accepter la participation des usagers dans la définition du système de santé. Imaginer de nouveaux systèmes de soins ensemble. Rêver ensemble. Ça bouge, hein? Donc, la participation des usagers à la prise de décision dans le système de santé en France, des transformations depuis le début de ce siècle, de ce nouveau siècle, qui veulent dire que maintenant, on a des représentants des usagers sur les conseils d'administration des hôpitaux, sur toutes les instances. Mais toujours en France, on n'a pas encore des pères aidants dans les systèmes de soins. C'est rare. Et quasiment les seules institutions où on se trouve des pères aidants,
dans la psychiatrie publique. Ils sont quasiment tous ici, j'en vois un là. Juste pour vous donner une idée, il y a des pères aidants, mais la France tarde à mettre en place cela, à reconnaître l'expertise d'expérience, à reconnaître et à valoriser l'expertise d'expérience. Donc, je vais aller vite parce que sinon je me fais engueuler par Emmanuel. Le patient agent se prend en charge, il n'est pas infantilisé. Il s'informe pour prendre des décisions éclairées sur sa santé. Il consulte des professionnels de santé pour avoir leur avis. Il recherche sur Internet, il consulte les associations. Il se forme, éducation à la santé à l'école, formation tout au long de la vie, éducation thérapeutique en cas de problème. OK? Et quoi qu'il en soit, à travers tout ça, ce qu'on essaie de faire petit à petit avec ce projet Emilia dans le réseau Enter, qui a commencé en 2005 jusqu'à 2010, donc un projet européen dans 16 pays et géré par Peter Ryan au bout et dans lequel ont participé la Grèce, la Norvège et la France, d'essayer de reconnaître et de valoriser l'expérience des usagers et de créer un accès à la formation pour les usagers du système de soins pour qu'on puisse reconnaître et valoriser cette expertise. Et donc ce gros projet Emilia, c'est ce qu'on essaie petit à petit à faire, déjà à créer à Paris, de créer un centre Emilia, qui est, dont l'objectif principal, c'est ce qu'on appelle en français l'empowerment. Vous ne savez pas seulement en québécois, je crois. L'empowerment des usagers du système de soins. Enter Mental Health, Enter, ça veut dire quoi? C'est European Network Training, Evaluation et Research en santé mentale. D'accord? Enter Mental Health, créé en l'an 2000, 17 membres dans 14 pays européens de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, aujourd'hui. Les conférences annuelles, chaque fois dans un pays différent. L'année prochaine, vous êtes tous invités dans un pays qui s'appelle l'Irlande, dans une ville qui s'appelle Dublin, et c'est au mois de juin. Donc, notre prochaine conférence. La conférence cette année, c'était Barcelone. Le thème, la participation des usagers. Histoire d'Enter, un ensemble de projets. On construit des projets de recherche ensemble avec toute une série de partenaires européens. La confrontation, ce qui est fascinant, c'est la confrontation des différentes cultures de soins où on apprend énormément de choses. Bref, il ne s'agit pas juste d'inventer dans son coin, mais de comparer les différentes inventions qui se passent dans les différents pays à travers ces projets. C'est ça que je viens de dire, donc je me tais. Actuellement, on bosse sur, il y a 3 projets encore, Camille, dont certainement Ian va parler un petit peu, des groupes d'autosupport contre la dépression que j'ai mentionné tout à l'heure, donc sûrement Stelios va en parler un petit peu, et par exemple des projets en développement que vous voyez là. Notre site Internet, j'essaie d'aller vite, notre site Internet, Enter Mental Health, est avec comme objectif actuel de proposer des formations en santé mentale, donc des formations autant que possible. Donc tous nos projets de recherche sont un des produits finaux de nos projets de recherche a été la création d'outils de formation pour la plupart des outils de formation à destination des usagers des services de santé mentale, à destination des proches des usagers des services de santé mentale. Donc, fascinant de regarder, par exemple, à Paris, des formations conjointes où la dernière, c'était la prévention du suicide, où on a formé première année des infirmiers qui sortaient de l'école d'infirmières et des patients, des personnes vivant avec une psychose, ensemble dans la même formation. À la fin de cette formation, pour vous donner une idée, le tour de table, 3 des infirmiers ont pleuré.
le dernier patient qui a pris la parole, il a dit, je sais que c'est bête ce que je vais dire, mais j'ai découvert pendant cette formation, vous savez, les infirmières, c'est des êtres humains. Donc, des conclusions très émouvantes d'un travail ensemble où tout le monde a le même statut face à l'acquisition de connaissances et de compétences dans le domaine de la santé mentale. Et à Paris, ça c'est un Parisien typique qui fait de son mieux pour avoir l'air normal et éviter le stigma. D'accord, on est tous comme ça à Paris. Il y a des jours où on se sent un peu bas. Et d'autres, on est un peu sur les nerfs. Ça, c'est moi. OK, le Centre Emilia, ce qu'on crée actuellement, donc le programme Bien Vivre Empowerment, donc c'est non seulement la formation tout au long de la vie des usagers de la psychiatrie, mais l'empowerment de tout citoyen en santé mentale. Donc l'accès, par exemple, à la formation sur la prévention de la dépression, prévention du suicide, tout ça, ça va être sur un accès à tout citoyen. Et notre programme dit santé mentale, l'empowerment en santé mentale des professionnels de tout milieu de travail. Bref, non seulement des professionnels de la psychiatrie ou des professionnels de la santé, mais actuellement, Emmanuel notamment, fait des formations à destination des bailleurs sociaux. Donc des gens qui organisent des logements, les gardiens d'immeubles, les travailleurs sociaux qui bossent dans les logements sociaux. Des énormes formations sur la promotion de la santé mentale et sur la prévention des troubles de santé mentale, sur l'accompagnement des personnes, des locataires qui ont des troubles de santé mentale. Et les professionnels des bailleurs sociaux adorent les formations d'Emmanuel. Ça marche à merveille et ça crée une transformation où ces gens-là deviennent des véritables acteurs dans le domaine de la santé mentale. OK, je n'entre pas dans le détail pour donner la parole aux autres. Ça, c'est les 3 types de formations. Peut-être à souligner que les formations de type MOOC, donc les formations online et évaluées, donc où les gens peuvent faire leur petite formation en ligne sur la prévention de dépression et à la fin, se tester. Est-ce que j'ai bien appris ce qu'on essaie de m'apprendre? Et à la fin, ils font donc leur petit examen tout seul et ils regardent, ah bah oui, je suis génial, je sais comment faire. Donc l'acquisition, mais aussi la valorisation des acquis chez les gens. On arrive à la fin, donc ce que je viens de parler tout à l'heure, donc la formation des bailleurs sociaux. On forme aussi les entreprises qui intègrent des personnes vivant avec un handicap psychique. On utilise toujours cette expression en France. Excusez-moi, c'est un terme légal en France. Les clubs sportifs, par exemple, de bosser avec les clubs sportifs. On fait ça depuis les 3 dernières années pour, notamment dans les personnes qui ont vécu ou qui vivent dans un milieu dit protégé en France, dans les héritiers de l'ancien système hospitalier, des asiles, comment on ouvre toutes les structures de la société civile à l'intégration des personnes qui vivent avec un trouble psychique important. Les résultats, et je termine avec ça, le point de vue d'un usager, le projet Emilia, une belle histoire dans ce monde de fous. J'ai rencontré Emmanuelle Jouette au mois de juin 2007. Elle m'a présenté le projet Emilia. Je me rappelle du fait que j'avais apporté mon CV, persuadé qu'on allait me proposer un travail. Que nenni! Emmanuel me précise que si je participe au projet Emilia, j'accéderai à des formations, mais pas à un travail clé en main. Soit j'accepte de participer à cette recherche, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas de travail, je suis malade et une envie tenace d'abandonner ce triste monde. La première formation a lieu en septembre 2007. Je me familiarise avec le programme Emilia. L'équipe m'annonce que je suis considéré avec les autres usagers comme co-chercheur, que mon parcours dans le milieu psychiatrique doit devenir une force, que je dois positiver même les événements négatifs. Le temps passe. Emilia me permet d'accéder à un centre d'emploi. J'évoque un projet professionnel élaboré pendant la formation initiale et lors de plusieurs visites à la Cité des métiers, donc un centre spécialisé pour tout public en France. Mais je suis tout le temps fatigué, déprimé, sans avenir. Je n'ai pas envie de travailler. Je fais le dos rond. J'attends que l'ouragan psychologique passe et que je puisse enfin
relever la tête. Les formations s'enchaînent, activer son réseau social, se rétablir, acquérir des compétences à la recherche, prévention du suicide et l'attention des usagers et des soignants, comme j'ai dit tout à l'heure. Mes difficultés lors de ces formations sont liées au contexte social avec certains d'autres usagers, mais très peu par rapport à la trentaine d'usagers recrutés. Néanmoins, l'équipe d'Emilia est présente, j'apprends peu à peu à être plus acteur de ma vie, au contraire de ce qui se passe dans les services psychiatriques. Petit à petit, j'intègre les différentes formations et concepts d'empowerment, etc. Je prends ma vie de plus en plus en main. Mais malgré un projet personnel et professionnel, je n'arrive pas à me projeter dans le futur, même si je participe activement au projet Emilia. En septembre 2008, ma recherche de travail est infructueuse, je n'évolue toujours pas, ma vie étant pointillée. Puis Emmanuel me propose de rencontrer M. S pour un éventuel travail pour un projet de recherche. J'accepte de rencontrer M. S et finalement, fin septembre 2008, je commence mon travail d'assistant de recherche à droit administratif pour le laboratoire de recherche de Maison-Blanche. Je travaille 2 demi-journées par semaine. Les conditions de travail sont très bonnes. L'équipe du laboratoire fait le mieux pour que je m'intègre. M. S ne met pas de pression ni de stress dans mon travail. Ainsi, je m'investis le plus possible. Mon estime de soi augmente. Je deviens autonome au fur et à mesure dans mon travail. Je m'intègre, en fait. Merci. Merci Tim. Je n'ai pas précisé auparavant qu'en fait c'est important pour vous si vous avez des questions, de les noter, puis on revient après les quatre questions, sauf si vous avez des questions de compréhension à ce stade. S'il y a des choses pas claires, on peut éventuellement en prendre une ou deux, mais bon. Donc maintenant, on va passer à Jan Dawson. Donc, qui est présentateur, qui nous vient de Norvège. Et Yann est directeur des soins, des services de psychiatrie d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Norrland à Bodø. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir aller travailler là-bas il y a quelques années. Et en fait, Bodø, c'est quasiment à la limite du cercle polaire. Et c'est juste très très loin dans le nord. et assez fantastique comme région. I hope you said nice things about me. Good afternoon. I want to first thank the organisation for giving me this opportunity to talk to you this afternoon. Just to calm my nerves, I want to tell you a little bit about myself before I do my presentation. I'm an Englishman living in Bodø, Norway, not as Sting sings an Englishman in New York, but I'm in Norway actually. I'm trained first and foremost as a psychiatric nurse in the UK. I'm also trained as a social worker in Norway, and I've worked for the last 40-odd years in adult psychiatry, mostly in Norway. I've worked in both acute services, rehabilitation, outreach services, and currently I'm the coordinator of services at a community mental health centre. Being previously the manager of an outreach team and also the job I have today gives me a unique experience in being able to look at how one delivers services to remote areas. So today I'm going to be talking about mental health services, current trends and challenges in Norway, obviously. Tim mentioned that I would probably say something about the Camilla project. I haven't been asked to talk about the Camilla project. But to say very shortly, we are in the final year of an EU project which has a focus on training for professionals who come in contact with families where one of the parents has a mental illness. If anybody wants to know anything more about it, they can get in contact with me afterwards. I think it's important to set the context of where I work, say a little bit about how services are organised in Norway, before moving on to how the focus in mental health services has increased over the last 10 to 20 years. I will finish by talking a little bit about how we serve remote areas, what the challenges are, and how I see we can move forward. This is Norway. It's a very long country.
It's 1,750 kilometers from north to south. And there's 19 counties, or maybe you call regions in Canada, I'm not sure. I'm sure you know what I mean. As you see down in the bottom, it's Oslo. And there's a red dot about 2/3 of the way up, which is Border, is where I am based, north of the Arctic Circle. I'll be coming back to my own district a little bit later on in my presentation. The health services are organized under 3 administrative levels. At the top is the central government, which passes legislation, decides what we should be doing, what are the national interests, and of course it looks into our books from time to time to make sure we're doing a good job. And then there are 5 regional health authorities which provide the specialized hospital services, including mental health, to the population in their regions. This also includes community mental health centers, outpatient clinics, acute wards, outreach teams. And then at the bottom is the municipalities which have the responsibility to give the day-to-day care to their own populations. They provide services like community mental health services, CPNs, as we say in the UK, community psychiatric nurses, home services, social services, GPs, schools, kindergarten, etc. The idea is that a person who requires help first contacts the services at the municipality level. If they're not sufficient, then they will be referred to the specialized hospital services. In many cases, there will be a collaboration between these 2 levels of services. This is a very basic and simple explanation. I could use several hours explaining how these administrative levels work, but we don't have the time today. Since the early 1990s, there's been an ever-increasing focus on mental health in Norway. In 1992, there was a national television action, marathon, I think it's called, to raise awareness of mental health and to collect money to support different projects. Later on, the government, the Council for Mental Health, which is an NGO in Norway, produced a document called Welfare State's Neglected Group and highlighted the plight of psychiatric patients in Norway, that they were often not at the top of the prioritized list of health care. The government followed this up by producing a document, number 25, which showed where the gaps were in the system. Had a status report about how the services were at the time and some suggestions of how they could be improved. They followed this up by a white paper where they were increasing funding for mental health in the municipalities and the hospitals, mainly the municipalities. At the time, it wasn't every district had its own community mental health services. But with this extra funding for a government which was earmarked for mental health, they had the possibility of employing staff to work in the local communities. Unfortunately, after the 10-year plan was finished, the money wasn't earmarked and the local politicians used the money for lots of other things, unfortunately. Through the years, from 2000 and up to today, there's been several documents which have been produced, reports, guidelines, coordinating of psychosocial work, youth involvement in mental health, a national plan for work and mental health, etc., etc. So there's been a very high focus on mental health in Norway. That's the, yeah. Okay. Also, at the same time, over the last decade, the government has passed several new laws, improving and focusing on the rights of the user and patient.
There was a new law on health staffing and about their obligation to upright the patient's right to be involved in services, a law on patients' rights, a new Mental Health Act, individual care plans, health and social care in the municipalities, cooperation reform, which I'll mention in a minute, and something about the legal guardians, about people who need someone to help to talk for their rights as well. One of the newest legislations in Norway has been the coordination reform, which was passed in 2010. The aim of it was to increase better cooperation between the hospital and the municipality services. It was basically based on patients who were treated and were ready to move back into the community, but the municipalities wouldn't take them back. So it was a reform to get the municipalities to actually do the job they're being paid for. It focuses on early identification of mental health problems and a raised awareness about the importance of mental health in all areas and sectors. Current trends. In a central government document, Mental Health Promotion in Norway from 2010, they talked about mental illness as a major public health challenge. Some 50% of all Norwegians will be affected by a mental health condition during their life. I'm not sure what it's like in Canada, or in France, or in the UK, but I know in Norway then. But I think it's probably much the same. Anxiety, depression, and addiction are some of the most common problems amongst adults. And about 8% of children and adolescents between 3 and 18 have a mental disorder. However, there's no evidence, or the report said there was no evidence that was an increase or decline in these figures. They've been quite stable over the last few years. They talked about mental health, that mental health refers to the development and ability to cope with your own thoughts, feelings, behavior, and everyday demands. Time goes very quick. Okay, I'll move very quickly past a couple of these. Current trends. My colleague, Tim Greason here, often talks about us rich Norwegians with oil and everything. He always takes it. He says, we can afford everything. Although we might have all that money, we haven't experienced the economic crisis in Europe as bad as, for example, Greece or the UK, or maybe even France. There are still cutbacks in health budgets. They're reducing the budgets to mental health, which has resulted in less beds, a push to more outreach services, and more services being placed on the municipalities. Now back to where I work. As you can see, the bottom, the top picture on the right shows the district I work in. It's in the county of Nordland, which is one of the longest ones, and it's in the middle section of it. And we cover actually a population of 80,000 plus. So it's not much compared to the numbers of people living in Canada or in Montreal, for that fact. But we do have 12 municipalities of various size. For example, Bodø, where I live, has 50,000. It's not big in Canadian or other European figures, but in Norway it's quite large. But we also have a small island community which only has 650 inhabitants. There's long distances compared. One of the districts called Steigen is 210 kilometers away. It takes 3 hours to drive. The roads in Norway are extremely bad, nothing like the ones you have here in Canada. And it takes 4 hours in the winter. So we have a very similar climate as you do in Canada. We have snow at home at the moment. So it's nice to come here without any snow. Now I've only got 3 minutes, okay. We have 2 island communities which we serve. And both these we have to take either a plane or the ferry to get there. And staffing in these municipalities vary very greatly. In Bodø, the main town, there is 30 plus community psychiatric nurses,
while the rest of the island has one psychiatric nurse who only works 50%. So it's a big difference from the different districts. Very quickly about the place I work at, the Community Mental Health Centre, which is part of the hospital. It has 2 general psychiatric wards and 1 detox ward. The acute admission ward is organised in another department within the hospital. We have outpatient teams, 2 outpatient clinics, traditional ones where people come and talk to a therapist. But we also have outreach teams such as psychosis team, which works towards people with long-term enduring psychosis and also early intervention. We have a crisis intervention team, and we have substance abuse team, including a methadone team. We reach out to these communities by having a team for each one, which travels out there at least once a month to actually talk to patients in the community together with the local staff, to give supervision to them, and also to increase their competency by giving teaching. We also have training programs which we run in the communities to actually increase the awareness of mental health amongst other people who are not working in the mental health teams, but to come in contact with these patients, like doctors' secretaries, home helps, etc., etc. We use the telephone, we use video conferencing, we use Link, which is similar to FaceTime on Apple, and we also are out there meeting the patients. We're trying more and more to actually use modern technology, but it is important that we actually come out to the communities and meet them face to face. In conclusion, I think that the only way to get good services between the hospital and the remote communities is that we have a user focus. It's the user who's central, is number one. We're very flexible about how we deliver our services. We're stable and represent a continuity in following up these patients. We're available at all times. We have respect for each other's competency. We're the specialized hospital services, but the people working out in the community are also specialists, and also the users are specialists. And it's very important that we have good knowledge of each other's services, so we don't expect services which they don't have. We recognize that we have limited resources, etc., and the use of modern technology. And finally, I would like to say, merci, tusen takk. Thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you for being so punctual. Donc maintenant, si toujours il n'y a pas de questions de compréhension, si oui. Ah non, c'est après. On fait une compréhension là et ensuite faut noter. Merci. D'autres des questions sur la compréhension? Non, ça va. Donc là, notre troisième présentateur, donc c'est le professeur Stelios Stylianidis, donc qui vient de l'université d'Athènes et qui est directeur scientifique de l'institution EPAPSI et qui est impliqué dans la réforme psychiatrique en Grèce depuis une trentaine d'années. Bon, bonsoir et merci beaucoup de cette invitation. C'est la 5e fois que je viens au Québec. Donc j'avais et j'ai toujours une relation d'amitié avec Gaston Arnois, qui était le directeur, l'ex-directeur de l'hôpital Douglas. Donc on s'est rencontrés avec d'autres collègues canadiens dans le cadre de l'Association mondiale de la réhabilitation psychosociale. J'ai été vice-président de cette association. Donc le Québec n'est pas inconnu, mais il y a des évolutions, il y a des changements. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'idées pour échanger avec vous dans les ateliers. Donc, je ne peux pas tout dire dans 15 minutes. Mon idée, c'est de vous présenter le cadre général de ce travail d'une assez bonne pratique, comme a dit Cécile Rousseau, c'est-à-dire les unités mobiles de santé mentale dans les Cyclades. Et ensuite, vous inviter dans l'atelier que je vais animer le mercredi pour les gens qui seraient intéressés pour aller, au fond,
concernant des cas cliniques ou la gestion des situations difficiles dans un milieu isolé insulaire. Quand on parle de Grèce, actuellement, il y a deux images qui traversent l'esprit des gens. La première image, c'est vivre le mythe en Grèce, les dieux, la déesse. Tim s'est trompé, Europe n'est pas une déesse, c'est une semi-déesse. C'est très important pour la mythologie grecque. On ne peut pas être Dieu. Hein? Tout le monde ne peut pas être Dieu dans la mythologie grecque. Il y avait 12 dieux. Alors, dans cette semi-déesse qui est l'Europe, nous, on fait partie d'une façon un peu spécifique dans la mesure où tout le monde en parle de la Grèce ces derniers temps, en parlant des retombées de la crise, des conséquences de la crise. Vous avez peut-être dans les médias, ici dans les médias canadiens, beaucoup d'échos concernant les conséquences de la crise économique et sociale en Grèce et dans les pays du sud de l'Union européenne. Je vais essayer de parler d'une façon intermédiaire, c'est-à-dire ouvrir un espace et vous raconter comment, avec très peu de moyens, on peut effectivement inventer des choses et développer des pratiques que ne sont pas tout à fait habituelles dans un cadre institutionnel et dans le vieux continent dont parlait Tim Grayson, où l'histoire et le poids des histoires pèsent beaucoup comme barrière pour tout changement social et tout changement institutionnel. Mon origine, bon, je suis aussi, disons, psychanalyste, mais très ancré sur la réforme psychiatrique, et donc je suis profondément inspiré de l'expérience italienne. Et en 88, il y a une aventure qui commence. Peut-être vous avez entendu parler de l'hôpital psychiatrique de Leros. Leros, c'est la Mental Hospital, c'est l'île de Dodécanèse, qui était une sorte de carcan asilaire qui était considéré comme le contre-paradigme, le paradigme d'exclusion, d'abandon et de violence dans toute l'Europe. Bien sûr, ce n'était pas le seul asile. N'empêche qu'en 88, Observer, le journal britannique, a fait la une concernant le scandale de Leros, comment des gens pourraient vivre dans des conditions totalement inhumaines. Et à partir de là, on a commencé, et je ne vous cache pas qu'on a alimenté la presse internationale et européenne avec des images afin de consolider le mouvement de la réforme à l'intérieur du pays. C'est-à-dire le pays devrait être dénoncé de l'extérieur pour activer et catalyser un certain changement politique, institutionnel et aussi psychiatrique des réformes des soins à l'intérieur. C'était notre stratégie et continue à être peut-être une stratégie qui peut donner ses fruits en Grèce. Alors voilà la carte des hôpitaux psychiatriques. À partir de 1988, il y a eu un processus de réforme qui a commencé. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Voilà une image de 80 de Leros. C'était dans ces conditions carcérales où les gens habitaient. Et j'ai été de 2001 à 2004 directeur à un niveau administratif, pas médical, directeur de l'hôpital pédopsychiatrique d'Attique. C'est l'Eros d'Attique. Et là, je vous montre deux photos d'un ami photographe que j'ai invité dans l'asile, comment les dossiers médicaux des enfants étaient rangés sur les étages, disons, censés être une librairie, etc. C'est l'abandon des âmes, l'abandon des gens. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Grèce. Pendant ces 25 ans, on a fermé 5 hôpitaux psychiatriques. On a développé 412 foyers de post-cure pour faire sortir les gens chroniques des asiles. Et ensuite, on a créé, pas suffisamment, mais assez de structures communautaires, centres de santé mentale. Dans ce cadre des structures communautaires, centres de jour, daycare, on a eu l'idée de créer des unités mobiles parce que la Grèce est un pays insulaire, vous le connaissez, il y a 2000 îles
et qui ne sont pas connectés avec le continent que très difficilement, et surtout il n'y a pas d'interconnexion entre les îles. Donc ça représente un problème majeur, comment desservir ces îles à un niveau soins et santé mentale quand on n'a pas les moyens pour le faire. Il y a une évaluation, ex-post evaluation de la réforme psychiatrique. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, sauf 3, qu'il y a un système maintenant éclaté, qu'avec la crise, ça s'empire beaucoup. Il y a un leadership qui est faible et aussi le planning n'a pas été basé sur des études épidémiologiques rationnelles concernant les besoins de la population. Et ça a été fait au fur et à mesure qui dépendait surtout de la corruption des politiques, de l'anomie en Grèce et du système clientéliste qui a été établi et qui nous a amenés, sous certains aspects, dans la crise actuelle. Donc, ça, c'est l'évaluation de l'Institute of Psychiatry. Et je passe aux unités mobiles. C'est situé dans les Cyclades. Peut-être vous pensez que les Cyclades, Mykonos, c'est la folie, c'est l'été, on s'éclate. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est plutôt comme ça qu'on travaille pendant l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a le vent force 7, 8 ou 9. Quelquefois, du Pirée, les bateaux ne partent pas. Quelquefois, on peut rester dans les îles pendant 3, 4 ou 5 jours parce qu'il y a un arrêt de communication entre les navires. Et ça continue comme ça. Donc, ça rejoint un peu la problématique de Ian Dawson concernant l'isolement des îles en Norvège. On dessert comme ONG, EPAPSI, qui est financé en partie par l'État, 12 îles dans les Cyclades. Donc, ça, ce sont les populations qu'on couvre. Pratiquement, on couvre, Ian, le même secteur au niveau population que vous, c'est-à-dire 83 000 habitants. L'important, c'est qu'à part nous, il n'y a pas un seul service public de santé mentale dans toutes les îles. Il y a les systèmes des soins primaires, c'est-à-dire des médecins généralistes. Il y a une pédopsychiatre dans l'île de Syros, mais qui est totalement isolée et totalement dépassée par les demandes. EPAPSI, c'est une ONG qui est en partie gérée, qui est financée par le ministère de la Santé, par l'Union européenne et par des donations. Et surtout, ce qu'on a fait, on a passé des contrats avec des municipalités afin de trouver les moyens et les ressources pour financer ce type d'action et de visites une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours sur toutes les îles. EPAPSI, voilà ce qu'on couvre comme région en Grèce. Donc, je vais parler uniquement du numéro 7 et 8, donc des îles des Cyclades. L'hypothèse de base qui vous intéresse aussi, je pense, au Canada, qui intéresse la Norvège et la France, c'est qu'on a construit une hypothèse à partir de cette pyramide proposée par l'OMS. Qu'est-ce que dit cette pyramide? Les ressources de la santé mentale, même maintenant, dans la période de la désinstitutionnalisation et de la psychiatrie communautaire, continuent à aller dans les grandes institutions. Le 80% des ressources vont dans les hôpitaux psychiatriques, même encore en grande partie des pays dans le monde entier. Nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire on investit sur le self-care, les besoins de base et ce qu'on appelle soins communautaires informels, c'est-à-dire on fait tout le temps un travail à réseau et à partir de ce moment-là, en impliquant les municipalités, l'Église orthodoxe, les différents volontaires, les associations locales, à partir de ce moment-là, on travaille aussi avec les médecins généralistes. C'est-à-dire on fait un pont avec les soins primaires et dans ce sens-là, on est tout le temps en communication avec les médecins généralistes pour améliorer l'état des soins offerts à la population locale. Les objectifs, on devait tout faire. On n'avait pas de lit psychiatrique, on n'avait pas d'hôpital, donc on était amené de toute façon au niveau des objectifs à intervenir à domicile. 5 minutes, oui, je vais raccourcir. Intervenir à domicile, donc élaborer des modèles de outreach teams, mais on n'avait pas suffisamment de ressources pour le faire. Donc, les ressources qu'on prêtait de la communauté, c'était la mobilisation des ressources communautaires afin de travailler
dans un travail clinique aux soins, au domicile des patients. Là, les patients qui refusaient de sortir de leur maison. Et évidemment, le travail complexe est représenté par cette transparence. On a l'information, on a une activation de mobilisation des ressources dans la communauté. On doit être en pilotage et évaluation et recherche de notre activité et aussi un effort de lutte contre la stigmatisation, le stigma qui existait et la prise en compte des problèmes majeurs des usagers en termes de santé mentale, de qualité, de vie et de bien-être. Et je suis très content de vous annoncer qu'il y a 1 an et demi, à Paros, où on a le siège des unités mobiles, on a créé la première association des usagers a été créée à l'île de Paros. Et cette association, maintenant, va voyager dans des congrès européens et très active au niveau de l'île. Et comme pour répondre à l'esprit politique du pays qui a fait naître la démocratie, Demos, c'est le peuple, la Grèce, eh bien, il faut parler aux politiques au langage qu'ils comprennent au niveau des municipalités. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Que les familles et les associations des usagers, ça représente des voix. Donc, il faut qu'ils comprennent que ces gens-là pourraient éventuellement, s'ils sont aidés, s'ils travaillent en réseau avec les municipalités, pourraient aussi les faire élire. Et là, ils comprennent très très bien. Ce n'est pas très compliqué. Quelquefois, on passe de la conviction au petit chantage politique, mais ça fait partie du jeu de la psychiatrie communautaire. Sur 11 années de fonctionnement, il y a plusieurs choses qui ont été faites. L'équipe, c'est 28 personnes. Et je souligne le fait qu'on est amené à travailler tout le temps sur 3 niveaux. Un niveau clinique et scientifique, au niveau recherche, évaluation, 3 minutes, d'accord. Quelle angoisse. Travailler tout le temps avec la communauté et travailler aussi avec nos évaluateurs externes. Voilà les populations des îles et je vais très rapidement, la fréquentation des services. Vous voyez que la ligne bleue, ça représente les adultes. Ça augmente à partir de la crise. La crise a frappé la porte de la Grèce en 2008. Donc, on a une augmentation très importante des demandes. Ça représente les Cyclades de l'Ouest. Vous voyez le même mouvement des demandes. Et là, c'est les fréquences relatives des diagnostics concernant les usagers adultes. Ce qui est important, c'est que, je n'ai pas le temps de parler en détail, mais vous voyez la colonne verte 2010 en 2013, où c'est marqué Z60 jusqu'à Z63. C'est la classification ICD-9. On dit ICD-9 hein? OK. Donc, ce sont des demandes plutôt sociales, pas des demandes cliniques ou thérapeutiques. Ce sont des demandes sociales, c'est-à-dire c'est l'expression de la souffrance sociale à un niveau local qui vient frapper la porte des services psychiatriques. C'est pareil au niveau au début, on avait beaucoup plus de population clinique, proprement dite, mais étant avec l'augmentation de la dépression, qui a un niveau épidémiologique dans le pays, a dépassé le 13%, ça veut dire que les demandes se multiplient d'une façon vertigineuse par moment. Alors, quels sont les facteurs associés pour faire ce type de travail? Il y a les facteurs de stigma culturel, les facteurs humains et les facteurs au niveau ressources. On essaye de combiner les services et les interventions dans la communauté en articulant tous ces niveaux-là. Et voilà les 3 interventions complémentaires qui sont tout à fait récentes. 1 minute, d'accord, je termine. La Daphne Project, on a fait un travail de prévention pour la violence intrafamiliale. On a demandé un financement de Niarchos Foundation. Vous savez, la Grèce a des armateurs. Donc, les armateurs ont de l'argent, il faut frapper leurs portes. Promotion en santé mentale au niveau adolescent, parents et professeurs dans le secteur éducation. Sur 12 îles, on a fait ça.
Et là, on débute sur un projet avec nos partenaires, c'est-à-dire les mauvais Français qui vont nous évaluer et les bons Norvégiens qui sont nos partenaires concernant le paquet de formation, le training package qu'on va donner pour former des usagers qui vont, eux, être des animateurs pour animer des groupes des personnes souffrant de dépression. On n'a pas les ressources, donc il faut mobiliser les usagers eux-mêmes pour combler ce gap. Comment on dit ce gap en français? Voilà, cet écart entre besoins, demande et ressources. C'est une SWOT analysis que je n'ai pas le temps de vous dire. On dissémine, on diffuse les résultats de tout ce travail dans différents pays. Et on continue à le faire en Grèce. Et je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de temps. Merci. Merci Stelios, de la ponctualité aussi. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Non, tout est clair sur ce qui se passe en Grèce. Donc la quatrième et dernière présentation va être faite ce soir donc, par le professeur Peter Ryan, qui est professeur en santé mentale et qui œuvre à l'université de Middlesex à Londres. Bienvenue de Londres. Merci beaucoup pour l'invitation, parler avec vous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je ne parle pas français. Mais c'est vrai. Excusez-moi. Mais maintenant, il faut que je parle anglais. Okay. I would really love to speak everything in French, but that's as far as my French goes. I've been asked to talk about the English mental health services today. And in a way, if one thinks of Cécile Rousseau's wonderful introduction to us this morning, this is about an analysis of a country and its rise and fall in terms of mental health services development. So it's an example of globalization, it's an example of the impact of the financial crisis upon the delivery of services, and it's an example of how to recover from that, perhaps. What I'm going to be touching on, then, is part one, the past. What English mental health services were able to deliver when, hey folks, there was money. We had money in our services and we could develop some very ambitious services, and I'll briefly describe what they were. From 2005 to 2014, the issue of sustainability, how do you, faced with a financial crisis, again, it was clear in your presentation that Cécile's presentation, the way in which Montreal and Quebec are having to manage cutbacks in services, and I will try to show the impact that's had in the UK in terms of our services. And if I have time, I will talk about the future towards co-production, towards service user empowerment. I have to say that I'm delighted to see that my co-presenter for Wednesday is here in the audience, and in our seminar on Wednesday we will be talking all about co-production, service user empowerment, and how we can examine and critically review that. So today is a little bit of a pointing towards Wednesday, when our whole atelier will be about that. Okay, so very briefly, when our Labour government came into power in 1997, they developed a new ambitious plan called the National Service Framework, which had a huge impact. What they attempted to do was nationally to
design a new framework for mental health services, 220 assertive outreach teams, case management, assertive community treatment, various terms you could use to describe it, 335 crisis resolution teams. And the central point about those is that the whole focus of them was to prevent a service user having to return to the hospital. So they would go to the user's home, their local community, do all the assessment, all the care planning in-home, review medication, and then pass people on to the more long-term teams. So short, 2-month intervention when a person was in crisis, and when the person was over that initial crisis, to pass them on to other more continuous care services. There were also plans which were implemented for early intervention teams to prevent people, young people, aged 16, 18, 19, to become part of the mental health system permanently. So they would try to intervene with schools in the community to prevent the emergence of mental illness in as many people as possible. So the story was a happy one right through the 1990s to about 2005. You can see that the amount of money spent on services increased from about £4,000 million in the year 2000 to about 5,500 million in 2008. So if one thinks that the financial crisis, the key date of which I think is 2008, when it began to hit, the story was a good one of more resources, more innovation, interesting new teams, each of which was very, very important. And this was how the funding cycle supported things. So you can see that there were increases in the 3 main types of teams, from assertive outreach, going up to 109 new ones towards the end of that period, crisis resolution, more new ones, and 51 in early intervention. So that all indicates in the period from 1997 to 2006 or 7, massive investment increases in these good new teams. I'll skip that. If one takes an area of work which I'm particularly interested in, assertive community treatment, assertive outreach, then you can see how over this period of time, massive increase in numbers, a doubling of numbers from about 10,000 in 2002 through to double that number in 2008. So assertive community treatment, which one can define as, let me just go back there for a minute. For those of you who know it, but for those of you who don't, very briefly, it's a way to engage with people who have severe long-term difficulties. The whole team reaches out to the homes of people. In terms of who was designed to use these services, there were people who had multiple complex problems, who had maybe drugs and alcohol problems as well as a severe mental health problem, and they were usually very rejecting of services. They didn't want to know mental health teams and mental health services. So a very difficult to reach group of people, actually. And by 2008, around 20,000 people in the country were receiving this kind of approach. Now, the rest of my presentation, in a way, is a reflection about the rise and fall of assertive outreach and why that may be the case. So, if one goes forward in time, 2005 to about now, is this sustainable? If you think about the cuts, which have been massive, if you imagine that in the UK, there was a debt, a national debt of post-2008 of £180 billion because of the collapse of our financial systems. And that meant that there was a financial meltdown, a real panic in the financial sector. And what one sees is a real cut
in mental health services since 2006. So it was beginning to happen even before the financial crisis of 2008. Massive increases and problems because of the financial crisis of unemployment, drugs, alcohol misuse, hugely increased numbers of people going into the forensic prison sector. And because of the cuts, we lost the leadership in the UK of an organization called the National Institute for Mental Health, which did provide a structure and a framework, and that was simply cut, and we didn't have it anymore. And that was a big loss as well. Since 2010, that's post the crisis, what you can see is very significant cutbacks in resources. Now, just to give you a couple of examples, the BBC, in one of its kind of newscast reports, requested information for the government about what was happening with mental health trusts, and they found that about 2.5% a year cutbacks over all our national mental health services in our individual areas, and also that 51 mental health trusts of about 120 found that budgets for crisis teams were much released and reduced. So you can see that the overall pressure of services was to cut back on all aspects of our mental health services. Now, let me just close with this. I want briefly to say a word about co-production at the end. Assertive outreach, this approach that goes small caseloads, they go out to the community and engage people who reject services, who have multiple difficult problems, who've been in contact with services for maybe 20 years, who have major diagnostics. And this 10-year period has seen a reduce from a sense of optimism to actually its decline and fall. And I just want to explain why I think that's happened. Basically, this is an explanation which I'll pass over because I've already tried to explain it in what I've said to introduce this. It's an outreach service, easy access to prevent avoidable episodes of illness, but I won't go into that in detail because I've said it. It's about sharing, planning, decision-making and goal setting, emphasizing close collaboration of services, addressing the needs of the whole family. And multidisciplinary collaboration. And this is the service that for people with long-term severe mental illness who reject services, this has gone from our landscape. This is interesting. One of the reasons that's given for this, and I think it's a combination of cutbacks where something has to give in mental health services. What's happened in the UK is there have been 6 or 7 major research studies on the effectiveness of assertive community treatment, including one I myself did about 10 years ago. And sadly, all these researchers have found that there's been no real reduction in bed use. There's been no reduction in cost effectiveness. And in terms of symptoms, social connectedness, no real change. But what they have consistently found is very high levels of engagement. That's to say, people who reject services, who don't want to know, have come into contact with services, and they've been very popular with service users. So service users love assertive outreach. They engage with the service, but apart from that, they're in contact and they're receiving care. Now, it's undeniably in decline nationally. I'll skip over this because I haven't got time to explain it. Perhaps the most telling article that was published was in 2010 by Tom Burns, who's perhaps one of the very foremost British psychiatrists, who published in 2002,
very important book on assertive outreach. He ran a assertive outreach team, and he concluded that really assertive community treatment was not having any impact upon the overall pattern of care received. That standard care had only improved when compared when that was actually not a very effective pattern of care in the first place. So basically what's happened is that just about all the 220 teams that were planned have been re-assimilated into traditional community mental health teams. We don't have assertive outreach anymore in the UK, which is, being a passionate supporter of it, a great pity. Now, in my last 30 seconds, 1 minute, I'm lucky, I've got 1 minute. I'll say a brief word about the future. And it's one of the themes in all our presentations, actually. Co-production, service user empowerment. There are very, but I'm going to skip over this. This is clever of me, maybe. Come to our presentation and our workshop on Wednesday, and you'll see all this. So if you want to hear more about this, come on Wednesday. Recovery colleges, which I believe were based on the Amelia project, which we've talked about collaboration, etc. We now have 6 recovery colleges, which actually are taught, run by service users, and teach service users about principles of recovery up and down the country. We have 6 of these centers now. That's good news. I won't say any more about recovery colleges. And I'll just do this one final slide about co-production. The issue about co-production is a sharing of decisions. It shifts from recovery to actually finding ways to co-manage and co-produce the totality of the mental health system. So in terms of its values and its approach, this is what we're hoping is going to happen. Service users would have the right to choose their own care plan. And in terms of the overall pattern of services, in provision of care, in auditing, in evaluating services, educating people about the services, educating professionals, reviewing service and purchasing, the vision, which is very far from being the reality, but the vision, I think, that's emerging in the UK and certainly at my university is to lever in co-production as a core principle of care right through the mental health system. This is an idea, it's a vision, it's a hope, it's an aspiration. It is not the reality. There are pockets of it up and down the country. Our job is to maximize that in practice. And for the rest of the story of co-production, see some of you Wednesday. Merci beaucoup pour écouter à moi. Et au revoir jusqu'au miércoles. Ah, mercredi. Merci, Peter. Bien, donc sur cette dernière présentation, de la même façon, est-ce qu'il y a des questions de compréhension avant que l'on passe aux questions de contenu et avec des échanges avec vous? Non, tout est clair. Donc voilà, bah écoutez, oui, allez-y. Est-ce que j'ai bien compris que la transformation en Angleterre vers la collaboration, c'est parce que le service est fauché et donc on n'a pas d'autre solution? Peter? Oui. Est-ce que ça veut dire que qu'on est obligé... Non, ce que vous dites est intéressant, mais j'aimerais que vous dites un peu plus. Quand on est fauché, est-ce que ça veut dire qu'on devient plus éthique? Quand on est fauché, est-ce que ça veut dire qu'on devient plus collaboratrice? J'ai entendu dans d'autres
dans l'introduction de Dr. Rousseau que quand il y a manque de ressources, il y a tendance à créer des conflits et d'être moins éthique. Alors, pourriez-vous parler de ça? That's a wonderful question. Thank you. I have some material from our local service called Barnet, Enfield and Haringey Trust, and they are faced with terrible choices. They are broke. They are £8 million in the red, and they are faced with this choice. How do they manage these cuts? And to their credit, they are choosing the path of collaboration. And I think in collaboration with my university, they are trying to develop what they call an enablement program, which is trying to train many hundreds of peer support, about 250 peer support workers who will then take part of in their workforce. Will that have the effect of cheapening or being a lesser cost in their service? Probably yes. Will it enable more service users to have more sense of power and control? We hope so. So I think that's the kind of dynamic that's going up and down the country. Do you drive through the cuts through lack of consultation, control, and just putting a pen through hundreds of jobs? Or do you try to do that in collaboration with the users of services? And each service has to come to those terrible choices and coming to different choices. So probably a bit of everything's happening in the UK. Stelios voulait compléter? Oui, je voulais réagir par rapport à votre question intéressante. Qu'est-ce que vous faites quand il vous annonce que à partir de l'année prochaine, vous allez travailler avec moins de 40% de budget pour la santé mentale, du jour au lendemain? D'un côté, ça crée un désespoir et des conflits. De notre côté, si on se décide de rester sur place et de travailler dans un pays en ruine comme la Grèce actuellement, il faut inventer des choses. Une des inventions, c'est la collaboration et le travail en réseau. Et dans ce type de collaboration, il faut remettre en question d'une façon radicale le rôle des psychiatres. Je représente une petite minorité de la société psychiatrique grecque qui se refuse même maintenant de se remettre en question concernant le statut professionnel, le corporatisme, les privilèges, les relations avec les compagnies médicamenteuses. À mon avis, la crise doit activer ce questionnement et doit bouleverser toutes ces idées préconçues pour servir les besoins des gens et parler ouvertement aux familles et aux usagers. Et aussi aux politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'autres questions? Allez-y, oui. Alors il y en a deux. Non. Ma première question est pour M. Ryan, donc je vais en profiter pour pratiquer mon anglais un petit peu. Mr. Ryan, you mentioned schools very little. I'd like to know the teams that work with the schools. Are they specifically trained to deal with students? Are there people in the schools that are specifically trained to look out for mental health issues? How does your system with the schools work? Merci beaucoup. Une question très bon. What I would say is that this is the terrain of our early intervention services, of which there were 50, and there are still 40 in existence. And yes, they work in those areas, which is only 40 areas in the country. So there are many, many areas that aren't covered by this. So where they're not covered, nothing too much is happening with respect to mental health services and schools. There are other programs which I could mention that do address that.
including another one I'm involved in, but I won't go into that. In terms of the 40 or so early intervention services, yes, they reach out to schools, they reach out to youth clubs, they train individuals in the schools amongst the teaching staff to detect early possible problems, which is difficult to do. And they develop collaborative action plans with the family, with the school, to address those individual young people who are showing signs of vulnerability, which if left untreated, as Stelios could tell you, the length of time prior to treatment that is left is a really critical indicator of future adaptation to the mental health system. If you can cut that down by half, then your chances of avoiding a lifetime career in mental health services is increased. And that is the purpose of our early intervention teams. It was a great visionary gesture to set them up, and they are still going, but again, we should have a national coverage of these, and we don't have it. Is there a program in place to actually educate the students themselves on mental health issues? I didn't hear that. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la question? Il n'avait pas mis le... Is there a system in place to educate the students themselves on mental health issues? Well, actually, yes, there is. We have a national program of social education in secondary schools, and mental health issues is part of that syllabus, which is a good thing, and I think it's a good innovation feature of English and UK education system. So every week there's an issue about a mental health problem or about an alcohol or drug problem, and students are encouraged to discuss that amongst themselves and to explore ways through that. How successful is it? I'm not familiar in detail with the evaluation of that, so I'm sorry, I can't give you any definitive answer. It's not easy to evaluate, that's what I would say. How do you evaluate that kind of prevention program? To some degree, it's a question of knowledge and understanding, and whether or not people act differently in practice towards people with mental health problems. Do you want to? There are some indicators, but it's complicated. There is an indicator which is the parental capacity. For instance, si les parents, après l'intervention, sont pas seulement plus satisfaits, mais plus capables à gérer les problèmes et les conflits dans la famille. Premier indicateur. Deuxième indicateur, parce qu'on a fait ce type d'intervention dans les Cyclades, c'est l'angoisse et le niveau du burn-out des enseignants. Parce qu'on a créé des groupes de supervision du travail de classe des enseignants qui devaient être à la fin, c'était l'hypothèse, plus soulagés en essayant de gérer des conflits dans la classe. Donc, deux indicateurs qui nous ont été précieux pour l'évaluation de ce type d'intervention. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci. On a le temps encore pour une ou deux questions. Non, Dominique, vous vouliez poser une question de contenu tout à l'heure? Non, ça y est, ça a été répondu. Allez, une petite dernière là, non? Ça serait pour à tous. Donc, j'aimerais comprendre dans vos systèmes de santé si vous avez ou non à mettre en place des mécanismes pour assurer des suivis auprès des minorités linguistiques. Par exemple, nous au Canada, hors Québec, on a quand même 1 200 000 francophones répartis sur 12 provinces et territoires. Donc, par exemple, au Yukon, on a 280 francophones qui ont besoin d'avoir accès à des services bien précis en santé mentale. Et j'aimerais connaître si dans vos pays ou dans vos systèmes de santé, vous avez été en mesure d'adresser ces questions-là par rapport à des populations quand même qui sont parfois marginalisées au sein de la marginalité et qui peuvent être parfois aussi tout simplement de nouveaux arrivants. Merci. Merci. Peter? Just to start things going, the UK used to be very welcoming to immigration,
all that is changing throughout Europe, but particularly in the UK in terms of its attitude towards immigration. But, for example, my university has 63 different ethnic minorities as students. We're located in northeast London, and we have to deal with a huge different number of ethnic minorities, as do mental health services. So the openness of different ethnic minorities to mental health services varies a lot. For example, amongst Afro-Caribbean young people, the proportionality is about 8 times that of other groups in terms of coming on board mental health services and being recognized by the system. Chinese populations are much lower than that. They're under the national average. But typically, most of our inner city and outer city mental health services do have translators and the capacity to work with immigrant populations of various kinds. However, if you imagine that there's 40 or 50 different nationalities and ethnic differences in a large mental health service, it's only partial what we can do to address the huge variations of linguistics and cultures that our communities have to deal with. But yes, it is recognized and addressed to some degree. Jan? Yes. In Norway, we get quite a lot of refugees. We have staff who are earmarked for working with these people, and we use translation services. But we also have an ethnic group in the north of Norway, the Lapp people, Sami, and we have a specialized community mental health center in northern Norway which serves their needs in their own language, all the material information about schizophrenia, treatment, everything's translated into their own language. And they give a service to the whole country, although they're based in northern Norway, since the majority of the Sami people live in the north of Norway. Yeah. Stelios? Rapidement, Malheureusement, on n'a pas le temps. C'est une catastrophe en Grèce, l'accueil. Ah oui, l'accueil des immigrants, c'est une catastrophe parce qu'on est au carrefour des populations arabes qui sont maintenant pratiquement en exil avec la guerre en Syrie, les Kurdes. Donc la frontière de la mer Égée est transparente. On travaille avec 2 expériences pilotes créées à Athènes avec 2 ONG et en particulier les Médecins du Monde. Et dans mon université, on commence à créer des cours pour la compétence culturelle pour les jeunes psychologues. Et en France, on n'a vraiment pas grand-chose. C'est juste une anecdote. Je donne des cours dans une université qui s'appelle Bobigny, qui est au nord de Paris, extrêmement multiethnique. Et j'avais l'autre jour une étudiante qui vient du Sri Lanka qui vient me voir en me disant « je ne vais pas pouvoir venir au cours ». Je lui ai dit « mais pourquoi ?» en rigolant. Je ne voulais pas qu'elle me réponde, mais elle m'a répondu. Et donc elle disait « parce que je vais interpréter ». Je lui ai dit « mais tu fais du théâtre ?» Elle me dit « non, je vais interpréter à l'hôpital ». Donc nous, on en est là, quoi. On fait appel à des jeunes femmes de 18 ans qui maîtrisent et qui ont leur bac pour intervenir dans les services. Alors j'ai des points d'organisation. Donc on a une dernière vraiment question. Très court. Oui, alors je dis parce qu'il est 17h et en fait on ne peut pas continuer parce qu'il y a un spectacle. Enfin, il y a la bibliothèque vivante, etc. Donc c'est pour ça que je dois être serré sur le temps. Donc une dernière question, une courte réponse. J'ai des informations techniques aussi à vous donner avant que vous partiez de la salle et Tim conclura. Alors, pour contrer la stigmatisation, est-ce que vous avez des politiques d'embauche de personnes ayant des troubles mentaux dans vos organisations? À compétence égale, on va engager quelqu'un qui a une maladie mentale. Merci. Peter. Non. La Grèce, je ne crois pas. La Norvège non plus. L'Angleterre, oui. Peter? Je crois qu'il n'a pas entendu la question, mais l'Angleterre, oui, ils ont des travailleurs pairs. Donc à son université, Peter, oui, et nous, dans nos services, on recrute des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.
Yeah, I think recruitment of what one might call peer support workers is something that a lot of trusts or mental health services do. I think our local trust, frankly for financial reasons, but also because they want to work collaboratively with service users, has the very high ambition of having over 40% of its workforce as peer support workers in 5 years. And my job is to help them get as near to that as possible and develop the training and the support necessary for that. That's very ambitious. But recovery colleges, which I mentioned, again, the idea, and there's 6 nationally, the idea is to educate and train service users to empower themselves, but also to take on board new innovative roles within their trust organizations. So I think there's the beginnings of another revolution in the UK, which paradoxically is driven by the size and trauma of the cuts which services are having to undertake. And good services are trying to envision that through engaging much more actively with their service users. Alors, je crois que Yann a changé d'avis finalement, et très court. I'm going to be very, very quick. In Norway, in the hospital I work in, we do have 2 service users employed full-time. It is a current trend in Norway that the hospital trusts employ users in full-time positions, and also the municipalities are following up and trying to start employing service users within their services as well. So we're actually doing this sort of thing. Yeah. Et donc en France, on a les programmes Un chez soi d'abord, donc le programme de Médiateur Père que vous allez, dont toute l'équipe CCOMS est ici pour représenter. Et puis c'est vrai qu'on a quand même quelques endroits, quelques équipes où il y a des personnes qui interviennent. C'est invisible et il n'y a pas une politique générale de recrutement, il n'y a pas une vision là-dessus, ni un engagement politique. Mais à ma droite, on me dit que ça commence. Alors je vais vous remercier chaleureusement de nous avoir écoutés et de nous aussi nous renvoyer des choses. Je pense que l'idée que la crise, l'indigence peut produire de la collaboration et de la solidarité, à mon avis, c'est quelque chose, moi, qui me motive vraiment en tant qu'intervenante et participante aussi d'un système de santé, de soins somatiques notamment, et usagère. Et j'ai donc des informations à vous donner. Je vais continuer le teasing. Donc, Jan Dawson fait un atelier mardi à 15h30. Donc, si vous pouvez voir comment fonctionnent un peu les services en Norvège. Tuesday. Mardi, oui. Peter, donc il l'a assez dit, vous le savez, c'est mercredi. Et puis Stelios, c'est mercredi aussi à 8h30, donc pour venir les entendre. J'ai un message de la part des organisateurs et j'ai un agent de contrôle là-bas en la présence de Jean-Philippe. En fait, les casques, vous devez les rendre aujourd'hui. Il ne faut pas les garder jusqu'à mercredi. Et c'était vraiment que pour cette journée. Donc il y a Esther Sanson qui est très très vigilante et qui a dit il faut absolument que tu passes ce message. Donc rendez bien les casques. S'ils ne sont pas ramenés, la QRP va payer pour ça. Un dernier mot, Tim? Juste, merci. Nous sommes là pendant les prochains 2 jours de cette conférence et donc surtout embêtez-nous pour échanger. D'accord? Nous, on est là pour voler des choses de vous aussi. Donc, ravi d'être là et merci d'être présent.